pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe pari bore pepe ro po pete pra pa 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 pri pu tepe pa pa pri pu tepe pa pa to pepe pari bore pepe ro po repe perero pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe pari bore pepe ro po pete pra pa 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 pri pu tepe pa pa pri pu tepe pa pa to pepe pari bore pepe ro po repe perero ripi para ba pri pi pi para ba piri pi para ba pri pi para ba pi pi para ba piri pi para ba piri pi para ba piri pi pa. Bien, alors nous sommes en mars et cette fois-ci, on vous retrouve. La dernière fois, je viens de voir, me remettre en mémoire tout ça. La dernière fois, c'était en novembre qu'on vous a vu, donc on continue notre petite série. C'est vraiment gentil à vous de poursuivre avec nous ce genre de choses. La dernière fois, c'était juste après les attentats du 13 novembre, et aujourd'hui, c'est juste après les attentats de Bruxelles. Voilà, donc on se disait qu'on était un peu embêtés pour discuter parce que on a l'impression d'une espèce de surplace, en tout cas de ce point de vue-là. Mais peut-être qu'on va commencer par remonter un peu plus le temps et en faisant allusion à c'était l'avant-dernier entretien avec vous. Vous nous aviez parlé de votre gros travail sur les circuits courts avec votre commission parlementaire. Et donc vous étiez plutôt contente. Et puis depuis, on a appris que les sénateurs, eux, ils étaient moins contents et qu'ils avaient mis un amendement comme quoi, au fond, c'était une excellente idée, bien entendu, mais que ça risquait d'embêter beaucoup de municipalités, semble-t-il. C'est ça, je ne me trompe pas, les sénateurs. Pour remonter l'histoire, effectivement, j'ai d'abord remis un rapport à l'Assemblée nationale, donc d'une mission parlementaire au mois de juillet. Puis, issu de ce rapport, j'ai pris la décision d'aller plus loin, évidemment, puisque la production d'un rapport, c'est toujours pour aller plus loin par rapport à ce qui est inscrit dans la loi aujourd'hui. Et donc, j'ai pris la décision de déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, et en faisant le choix, parce que dans ce rapport, je faisais 50 propositions et qu'une proposition de loi, nous, parlementaires, nous n'avons pas les moyens de porter une loi à 50 articles. Hein. Donc, en fait, j'ai fait une proposition de loi qui est uniquement centrée sur la restauration collective, tout simplement parce que c'est un levier extrêmement important pour favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation. Et donc cette proposition de loi a été débattue au mois de décembre, le 15 décembre, en commission. Oui, elle a été même bien reçue par les médias, puisque pour une fois, j'ai vu que vous étiez à la télé, comme on dit, qui est évidemment pas Canal Pop, mais à la télé normale, quoique c'était 30 secondes, mais enfin, on s'est dit, tiens, ça a l'air d'intéresser tout le monde. Enfin, ça avait l'air assez consensuel. C'est ça. J'étais d'autant plus surpris de voir que les sénateurs... C'était consensuel, mais néanmoins, en commission, il a fallu que j'emmène mes collègues de la majorité, donc de la majorité de l'Assemblée nationale, à retirer les amendements qui visaient à alléger ce texte de loi. C'est-à-dire que mon texte de loi dit que l'État et les collectivités locales introduisent 40% de produits dits de l'alimentation durable, parce qu'on ne peut pas dire de proximité, dont 20% de bio, et eux, ils proposaient que ce soit l'État et les collectivités locales mettent tout en œuvre. Donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas accepter cela, donc je leur ai demandé de retirer leurs amendements en disant nous allons retravailler, etc. Mais je peux vous dire que une fois que... Vous voulez dire qu'ils proposaient quelque chose de moins contraignant? Très clairement, ça ne l'était pas du tout d'ailleurs. Bon, donc là, je leur ai demandé de retirer les amendements et puis je leur ai bien dit, attention,
il faut que ce soit contraignant quand même. Ce n'est pas une loi bâton, très clairement, il n'y a pas de punition, il n'y a que des carottes, je dirais, que des incitations et des outils surtout. C'est surtout des outils pour que ça puisse se mettre en œuvre, à travers un observatoire national, à travers le fait que les régions, dans leurs plans régionaux d'agriculture durable, font des plans régionaux d'agriculture et d'alimentation durable, de façon à porter des orientations pour accompagner les collectivités locales. Donc c'est quand même un projet bâti et abouti que je présente. Et donc nous avons retravaillé avec la majorité pour que la rédaction leur convienne mieux, mais en tous les cas je n'ai rien lâché sur cet aspect, et d'ailleurs je leur avais dit attention, je ne lâcherai rien là-dessus. Clairement, il faut que ce soit contraignant, que ce soit affirmatif. Ce n'est pas on met tout en œuvre pour. D'accord. Voilà. Et j'ai quand même su si bien travailler entre le 15 décembre et le 14 janvier, au moment où c'était débattu à l'Assemblée nationale, que non seulement j'ai obtenu un vote de la majorité, ce qui est quand même l'objectif quand on présente un texte de loi, mais aussi, surtout, j'ai obtenu un vote à l'unanimité. C'est ça, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Vous allez voir les gens un par un? Vous écrivez des courriels? Vous faites quoi? Non, alors un par un, oui, pour certains membres de la Commission des affaires économiques, oui, en particulier ceux qui avaient été porteurs d'amendements qui visaient à restreindre le champ de la loi. Donc nous avons travaillé ensemble, j'ai expliqué quel était l'objectif, peut-être qu'on ne s'était pas bien compris, en disant c'est vraiment un outil de dynamique de territoire que j'apporte. Donc c'est pas quelque chose qui certes c'est un objectif à atteindre, mais c'est un objectif à atteindre qui répond vraiment à une vraie demande aujourd'hui sur le territoire de la collectivité. Enfin, je dirais des collectivités, mais aussi de la société. Et donc, il faut vraiment qu'on y aille parce que ça va être pour nous un outil vraiment de dynamique de territoire. Les gens qui avaient des réserves, c'était sur quelle base? Sur la base du coût pour les municipalités? Oui, c'était certainement... Voilà, c'était quand même plutôt ça. Oui, mais on venait de faire passer la loi NOTRe avec quelques atermoiements sur le... Oui, on va encore imposer... mais sauf qu'on impose, on donne un objectif, mais un objectif qui, pour une fois, fait que les collectivités peuvent justement... malgré le code des marchés publics, parce que c'est quand même ça le frein aujourd'hui, malgré le code des marchés publics, faire tout pour que sur leur territoire, ce qui est produit sur le territoire soit consommé sur le territoire, et donc en quelque sorte, d'une certaine manière, lutter contre tous ces accords internationaux qui sont des accords du commerce, toujours libérer le commerce, et on voit qu'ils sont surtout faits pour la grande industrie et au détriment effectivement du développement sur les territoires, à la fois des commerçants, des artisans, des agriculteurs. Bien sûr. Et aussi de liens sociaux. Vous avez pu vous appuyer sur des exemples particuliers, parce que là, il se trouve que l'association Tapage vient de passer un film là, sur ces questions, sur ces affaires de développement durable, et il semble qu'il y a même des municipalités qui ont réussi à faire baisser le prix des cantines. Complètement, complètement. Voilà, et j'ai pu d'autant plus le faire que qu'il y avait eu ce rapport parlementaire et que 6 mois de travail, c'est aussi des déplacements, des auditions, mais des déplacements sur le terrain. On a une commune qui a carrément une ferme en régie, à Moinsartou, qui est donc à quelques kilomètres de Nice, mais plus près de nous, on a quand même la communauté urbaine de Bordeaux, qui fournit pour ses écoles 30% de produits bio locaux. Donc ça va au-delà d'ailleurs de ce qui est proposé dans le texte de ma loi. Et comment la communauté urbaine de Bordeaux, le bio local autour de Bordeaux, on se dit oulala, ils doivent boire beaucoup de vin les enfants. Mais non, pas du tout. L'approvisionnement, c'est la région Aquitaine. Bien sûr. Voilà. Et ils travaillent avec Arbio, qui est l'interprofession de la bio. D'accord. Donc, et finalement, où est-ce que c'est regroupé? Sur le marché d'intérêt régional de Bordeaux, tout simplement. Donc, et on travaille avec les artisans locaux, les abattoirs locaux, voilà. Donc en fait,
c'est juste apporter des outils de réorganisation de l'approvisionnement et donc de regroupement de la production, etc. Alors poursuivons, donc vous avez obtenu l'unanimité à l'Assemblée, super, vous êtes vachement contente, et le Sénat pas du tout. Alors comment ça se passe? Alors je dirais que l'unanimité à l'Assemblée nationale, là, ça montre bien que l'intervention des citoyens est extrêmement importante, au moins auprès des députés, sinon auprès des sénateurs. C'est qu'il y a une association qui a lancé une pétition. Publique, par voie d'Internet, pour que les gens envoient un courrier à leurs députés pour dire tout l'intérêt de cette loi. Et ce qui a été fait, et donc il y a des boîtes, ça on peut vérifier dans mes comptes, ils sont tenus. Et donc, beaucoup des députés ont reçu vraiment beaucoup de mails. Et j'ai compris, moi, 2 jours avant le vote de la loi, qu'il allait se passer quelque chose. Parce que je croisais dans le couloir, les députés me disaient on reçoit plein de mails, mais t'inquiète pas, y compris de l'opposition. Je me rappelle Marc Le Fur, qu'on ne va pas considérer comme étant quelqu'un qui est plutôt proche des écolos ou de la majorité de l'Assemblée. Mais comment on fait je peux pas être là, moi je dis, mais je voudrais la voter ta loi. Et je dis, écoute, t'es là, donc, alors je me rappelle plus si lui était là ou pas là, mais enfin en tous les cas, c'est vrai que ils se sont dit, on va avoir quand même des comptes à rendre aux citoyens. Tous ces gens qui nous ont écrit, il faut qu'on leur réponde. Enfin, en tous les cas, la plupart des députés, moi, quand je reçois des courriers, je réponds pour dire en quoi j'étais d'accord ou en quoi j'étais pas d'accord. Ils n'ont pas forcément... J'ai reçu les mêmes courriers pour le mariage pour tous ou des gens qui étaient opposants, mais j'ai répondu à ces gens pour leur dire pourquoi moi j'avais voté. Donc, à un moment, il faut rendre des comptes. Et donc, je crois que ça a été important. Alors la même association a voulu lancer quelque chose dans le même sens aux sénateurs, et là ça a été certainement perçu de manière très différente. Les sénateurs sont avant tout des élus d'élus. Et donc, ils considèrent avoir moins de comptes à rendre vis-à-vis des citoyens, ce qui est un peu particulier quand même, parce que malgré tout, même indirectement, ils ont des comptes à rendre aux citoyens. Et ils sont restés sur un esprit très conservateur, effectivement, sur cette idée qu'on ne rien imposer aux collectivités locales. Ce qui est quand même un peu cavalier, parce que l'école, par exemple, ça fait partie des institutions de la République qui ont été imposées par l'État aux communes, par exemple. Est-ce que la même pétition a eu donc cet effet positif auprès des députés, mais au fond, c'est la même qui aurait eu des effets négatifs? Alors, ils n'ont pas utilisé exactement la même, donc la forme peut-être était un peu différente. Et puis, je ne sais pas. En tous les cas, je ne pense pas que ça vienne du fait de la pétition ou pas. Tout simplement, les sénateurs, en particulier la majorité sénatoriale actuelle, est très conservatrice. Leur opinion était déjà faite. Très conservatrice. Leur opinion était déjà faite. Clairement, ils n'ont jamais lu le rapport d'information sur lequel je me suis appuyée, qui est un rapport qui est public, certes fait par une mission parlementaire Assemblée nationale, mais qui est public, dans lequel je me suis déplacée et toujours j'ai rencontré les collectivités locales, les maires, les présidents de communautés de communes, et je n'ai pas ciblé systématiquement des collectivités locales de droite ou de gauche, très clairement. Donc je crois qu'ils ont malheureusement perdu aussi le lien, et ils sont un peu trop, c'est politicien leur vote, et dire qu'il faut reculer, ce qu'ils veulent retirer, c'est les 20% de bio. C'est ça. C'est les 20% de bio, en disant on n'a pas partout les 20% de bio. D'abord, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il suffirait de 400 000 hectares en France pour produire du bio, pour la restauration collective. Or, on est à 1 300 000. Et
se convertissent en bio tous les ans 200 000 hectares. C'est énorme en ce moment. Il y a vraiment une prise de conscience de la part des agriculteurs d'un vrai... C'était un alibi, oui. Voilà. La vraie, c'est laquelle? Ben, la vraie, je la pense politicienne, ou j'ose espérer, ou j'ose... Hein? C'est un peu absurde, puisqu'ils vont vraiment... ils se tirent une balle dans le pied. Oui, certainement. Je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied. C'est d'ailleurs ce que mon collègue Joël Labbé et moi, nous allons faire, parce que bon, les choses ne sont pas arrêtées maintenant. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au Sénat, pour débattre des propositions de loi, ils ont 3 fois dans l'année 4 heures. Contrairement à nous, à l'Assemblée nationale, où nous avons une journée entière, où nous avons toute la journée, donc nous essayons de proposer 4 textes dans cette journée. C'est aussi pour ça que c'est des tout petits textes en contenu. Mais c'est ce que nous avons fait au mois de janvier. Plusieurs textes ont été votés ce jour-là. Et donc le Sénat, eux, c'est 3 fois 4 heures. 3 fois ou 4 fois 4 heures. Voilà. Et toujours est-il que ils ont mis ce texte en premier, et au bout de 4 heures, il n'y avait eu qu'un article qui avait été débattu et non voté. Non voté. Donc ils ont fait vraiment du blocage. Un article sur combien ? Sur 5. Sur 5, sachant qu'ils en ont déjà sorti un aussi en commission. Donc il n'y en a plus que 4, et évidemment j'espère pouvoir établir le 5e. Le 5e article en plus, c'est vraiment de mauvaise foi, et là aussi il se tire une balle dans le pied, parce que le 5e article est un article vraiment d'encouragement. C'est pour pouvoir permettre dans la restauration collective d'inscrire le fait maison quand c'est le cas. Sur les plats, parce qu'on sait que ce ne sera pas tout fait maison, mais sur le plat ou sur les plats qui sont faits maison, donc faits par les restaurants, par les cuisiniers de ce restaurant collectif, de pouvoir l'écrire. Parce que c'est important de valoriser leur travail, une reconnaissance aussi de ces cuisiniers qui font vraiment un travail extraordinaire, parce que souvent leur cahier des charges, le cahier des charges pris, ils le respectent. Donc, et donc je ne comprends pas d'avoir sorti cet article. Vous avez pu en discuter avec quelques-uns? Alors, c'est ce que nous allons faire avec Joël Labbé. Depuis, on va évidemment, puisque maintenant il faut que le groupe écologiste du Sénat puisse reproposer ce texte à nouveau en débat. Ils auraient pu très clairement dire il y a un blocage de la droite, on ne le remet pas. Non, ils ont décidé que on va faire en sorte que on avance. On avance, et donc bien évidemment ça suppose que d'ici le mois de mai, où le groupe écologiste va remettre ce texte à l'ordre du jour, nous ayons travaillé avec les sénateurs de la majorité du Sénat, donc de la droite, républicain, entre autres, et centriste de l'UDI, pour leur expliquer en quoi ce texte, franchement, comme vous disiez, c'est contre-productif, y compris pour eux, en tant que sénateurs, de ne pas le voter. Donc j'espère, en tous les cas, ça veut dire que peut-être il faudra qu'on trouve une rédaction, comme je l'avais fait d'ailleurs à l'Assemblée nationale, entre la commission et le moment de la séance, trouver une rédaction qui soit satisfaisante et pour eux, donc et pour la majorité républicaine, et pour nous, donc majorité socialiste et écologiste à l'Assemblée nationale. On va continuer à fouiller un peu les trucs de cuisine comme ça, mais la navette continue, c'est-à-dire la loi va revenir non, il faut qu'elle revienne d'abord au Sénat, il faut qu'elle soit poursuivie au Sénat, au mois de mai. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus commode de la rejeter au Sénat et puis de la refaire revenir? Mais le problème, la question est qu'il faut aller jusqu'au bout de texte au Sénat. Il faut aller là pour l'instant. Si les sénateurs, ils ont mis juste amendement. Et oui, pour l'instant, le débat n'est pas fini au Sénat. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'en 2-3 heures, dans la prochaine séance du mois de mai, parce qu'effectivement les sénateurs avaient une résolution qui était importante aussi à faire voter, et donc ils veulent la mettre à l'ordre du jour, ce qui est tout à fait normal. Clairement, ça veut dire qu'il faut que nous ayons travaillé à une rédaction, je dis bien, qui nous soit, qui soit acceptable pour les uns et pour les autres. Et j'espère qu'on va aboutir, d'autant que, quand même, le Grenelle de l'environnement
donner cet objectif au moins à l'État. Bien sûr. Au moins à l'État, voilà. Alors, Une question. Oui, pardon. Pour compléter ce que... Philippe qui est derrière la caméra, j'ai oublié de le dire. Ce que vous dites par rapport à cette navette législative, alors c'est d'autant plus étonnant que l'un des chefs de file est du Lot-et-Garonne, c'est quand même un département qui est profondément rural. On a du mal à comprendre qu'il puisse bloquer sur les 20%. Et pour revenir, vous avez dit on va essayer de le rédiger différemment comme vous l'avez fait à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à faire des concessions? Parce que je ne vois pas comment vous pouvez trouver un accord quand les sénateurs, certains sénateurs disent... changer une virgule, ça peut... Parce que tout à l'heure vous avez dit, pourrait mettre en œuvre, ça il était hors de question. Qu'est-ce que les sénateurs, d'après vous, seraient prêts à accepter? Je ne sais pas, nous n'avons pas encore du tout commencé à travailler avec eux. Il a fallu d'abord, je dirais pour Joël Labbé surtout, digérer ce semi-échec. C'est vrai que j'ai vu Joël Labbé le soir même, vraiment, mais complètement décomposé, beaucoup plus que moi finalement qui ai écrit ce texte, parce que je lui ai dit bon ben c'est pas fini quoi, c'est pas fini, on va retravailler, et moi je ne désespère pas. Après que ça a été porté par un sénateur du Lot-et-Garonne, bon. Pourquoi lui, je ne sais pas. Donc de toute façon, on va le rencontrer, on va essayer de voir comment on peut avancer. D'autant qu'à Lot-et-Garonne, voilà, je dirais, mais y compris les 20% de bio d'ailleurs, largement, ils ont de quoi approvisionner. Et donc, moi, je veux croire à une certaine incompréhension et la capacité d'avancer sur ce texte. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste et je considère que, voilà, pour le moment, on n'a même pas perdu une bataille, d'ailleurs, elle s'est juste arrêtée. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais enfin, en mai, c'est quand même la deadline. Il faut que quelque chose se passe en mai. Ah oui, il faut que quelque chose se passe en mai, ce qui nous permettra, si on arrivait à avoir quelque chose qui nous convienne aux uns et aux autres, ça permet qu'à la reprise à l'Assemblée nationale, puisqu'il faut que les deux textes soient conformes exactement à la virgule près, donc ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, eh bien ça veut dire qu'il faut que ça revienne à l'Assemblée nationale. Et donc ça permettrait à l'Assemblée nationale, lorsqu'il sera présenté à nouveau, de pouvoir avoir un vote conforme. Si ce n'est pas le cas, eh bien on reviendra à la rédaction première, et puis ça fera le chemin qu'il faut, ça mettra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Voilà. Oui, parce que ça, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. L'Assemblée nationale a quand même le dernier mot. Voilà. Ok, bon, bonne chance à ce truc. C'est rigolo quand même, les histoires de ces tout petits textes qui prennent des... Oui, mais ça montre parce que, effectivement, quand on porte une proposition de loi, justement, c'est peut-être par le fait que c'est un petit texte, il est accessible à tous. 5 articles, tout le monde peut lire. Moi, je peux vous dire que hier matin a été présentée au Conseil des ministres la loi El Khomri, qui pourra se permettre de lire le texte dans son entier de cette loi. Ah ben vous voyez, c'est la grande différence. Non mais voilà, et là du coup, quand on met en ligne un projet d'une proposition de loi, c'est si court que tout le monde peut s'en emparer. Vraiment tout le monde. Et chacun peut avoir son opinion. Alors que quand c'est un texte qui fait 100 pages, avec 50 ou 60 articles, eh ben, c'est difficile. Voilà. Et là, ça permet à la société entière de s'emparer d'un texte. Et je crois que c'est ça la leçon de ces propositions de loi. Espérons-le. En plus, parce qu'elles souvent, elle concerne directement les gens, tout simplement. Très bien. Alors ça, c'était vos premiers ennemis, entre guillemets, du côté du Sénat. Et donc, depuis qu'on vous a vu aussi, vous avez eu affaire avec les paysans, comme on dit, qui se sont fâchés devant votre permanence bergeracoise, en déposant quelques quelques fétus de paille et quelques pneus pour s'en débarrasser, m'avez-vous dit. Alors on est un peu surpris parce que bon, vous êtes une vieille militante syndicale, agricole, rurale, ou je sais pas quoi, paysanne, vous-même, et donc voilà, qu'est-ce que c'est que cette lutte entre copains là? Alors c'est pas une lutte entre copains. C'est effectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse définir en tous les cas les agriculteurs leaders des actions qui ont été menées comme étant des paysans.
Ah bon? Je dirais ils se définissent plus facilement en agri-manager. D'accord. Je parle des leaders. Oui, Ils oui. ont su emmener après d'autres avec eux. Il faut se rappeler qu'ils ont commencé des actions, entre autres à Bergerac, hein, mais ailleurs aussi, des actions pour bloquer l'entrée des supermarchés, oui. parce qu'ils reprochent à raison Oui. la grande distribution de pratiquer Des copains de ce point de vue-là. de ce point de vue complètement, mais Oui. évidemment, et d'ailleurs, et dans la vie aussi, hein, qu'on soit clair, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'ailleurs d'entre eux. Donc, effectivement, ils ont mené ces actions de manière assez dure. C'était quand même fin janvier, au moment des soldes, et il faut quand même prendre conscience que la grande distribution, ben, c'est le grand supermarché Leclerc ou Intermarché, mais il y a aussi des petits commerçants dans les galeries qui sont là, et les derniers jours de solde sont pour eux aussi quand même une grande partie de leurs revenus. Il faut être très clair. S'ils perdent ces jours-là, ça compte. Et qu'on soit clair, en Bergeracois, comme beaucoup d'endroits, mais en Bergeracois en particulier, il faut savoir qu'on a une situation sociale qui est difficile, qui fait que les commerçants aussi vivent des difficultés et qu'ils ont besoin de tous leurs jours d'ouverture. J'ai apprécié le fait que Dominique Rousseau, donc président de la communauté de communes, et M. Fauvel, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, au bout de 3 jours d'interpellation qui avait été faite d'ailleurs auprès de la préfecture, sont intervenus pour aller dire aux agriculteurs, écoutez, maintenant ça suffit, il faut trouver une voie de sortie, et donc on proposait une réunion à la Chambre de commerce, à laquelle j'ai assisté d'ailleurs comme d'autres de mes collègues parlementaires. Donc vous attribuez ça plutôt à une espèce d'emballement médiatique? Il y a eu un emballement, non, qui est vraiment dû à des difficultés, très clairement, de ces agriculteurs qui, à d'autres périodes peut-être plus florissantes, ont beaucoup investi. Ont beaucoup investi en matériel, etc. Surinvesti peut-être, je ne sais pas. Et aujourd'hui, dans un moment de crise agricole, de crise des prix, On les a poussés à surinvestir, se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et je connais la situation, clairement, des périodes de crise. J'en ai vécu en tant qu'agricultrice. Je sais ce que c'est d'être à quelques jours de rembourser un emprunt et de ne pas savoir comment on va faire. Je sais ce que c'est quand on va rencontrer celui qui d'habitude est un partenaire, le banquier, mais dans ces conditions, il est un peu moins partenaire, voyez-vous. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand on ne sait pas comment on va faire pour nourrir sa famille, etc. Donc tout ça, voilà. Nous, on a invité Jacques Chèvre, que vous connaissez bien, je crois. Et justement, au moment de ces affaires, il y avait la grippe aviaire, mais il y avait aussi ça en même temps. Donc voilà, on a essayé de faire un point, en effet, moins médiatique ou dramatisé que ces grandes manifestations de paille brûlée ou de pneus brûlés qui sont effectivement toujours un peu douteuses, quoi. Mais qu'on soit clair, ces agriculteurs-là disent on veut continuer à produire autant qu'on veut. Et on veut des prix garantis. Oui, ça c'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Et donc, je dis, on doit la vérité. On doit la vérité. Non, à un moment donné, il y a un choix de politique agricole à faire. Alors, on peut reprocher que le choix de la politique agricole commune aujourd'hui n'est pas celui-ci, mais c'est quand même le choix des majoritaires. Vous êtes visée, au fond, en tant que, non pas Brigitte Allain, mais en tant que représentante législative de cette politique, c'est ça, de cette politique qui cherche à réduire un petit peu, autant que faire se peut, ou à réguler en tout cas, ce productivisme. Je ne sais pas, vous savez, tous mes collègues, alors peut-être plus de la majorité, ils ont aussi été devant Stéphane Le Foll qui... Oui, mais ma collègue de Duras a eu quand même des animaux morts.
oui. transporter devant sa permanence des animaux morts. Oui, d'accord. C'est une horreur. C'est pas ça. C'est une horreur, ce n'est pas sympa. Et puis quelle image donnent ces agriculteurs d'eux-mêmes? D'accord. Quelle image donnent-ils d'eux-mêmes? Bien sûr. À un moment donné, voilà, je trouve que c'est quand même... donc, Vous avez pu discuter un petit peu quand même? alors, qu'on soit clair, à aucun moment, c'est ça qui est quand même... Ils manifestent, mais à aucun moment ils ne demandent à rencontrer les parlementaires. C'est ça. Donc leur seul pour ça que message je aux parlais parlementaires, de c'est médias, d'utiliser le syndicat Jeunes Agriculteurs pour faire l'action devant ma permanence un soir à 22h. Donc oui, ils savent très bien que je ne suis pas à ma permanence, pour la bonne raison d'ailleurs, que j'étais en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, où nous étions en audition avec M. Le Foll, pour savoir quelles étaient les mesures qu'il allait défendre au niveau européen et dire notre opinion par rapport à cela. Donc on travaillait précisément sur le sujet. Donc je trouve que c'est assez incroyable, voilà, cette façon de communiquer. Et donc sans jamais poursuivre leurs actions, sans jamais adresser quelque courrier que ce soit aux parlementaires, j'ai su, parce qu'ils étaient à Bordeaux, donc les mêmes qui étaient là à Bergerac, ils étaient à Bordeaux le vendredi qui a suivi, en action avec leurs tracteurs, etc. Et j'ai su qu'ils prévoyaient de venir chez moi. Chez moi. Vous avez su, le samedi soir. Vous avez su comme ça? Parce que des gens qui étaient dans la manif l'ont entendu, et comme vous le dites, j'ai aussi des amis. Voilà. Et donc, quand je l'ai su, j'ai essayé de voir avec la préfecture, ils me disent non, on ne sait pas, et puis quand même le soir ils me confirment. Et donc là, j'ai effectivement téléphoné à Éric Chassagne, président de la coordination rurale, pour lui dire voilà ce qui se passe. Je sais que demain soir, les agriculteurs qui étaient à Bordeaux ont prévu de venir chez moi. Or, moi demain, normalement, je ne suis pas chez moi. La seule personne qui sera présente, qui habite tout près de ma maison, c'est ma maman qui a 84 ans. Il me dit, c'est pas une action de la coordination rurale. Je dis oui, mais sauf que moi, j'ai regardé la télévision à France 3 ce soir, j'ai vu qui étaient les agriculteurs qui étaient à Bordeaux, je les connais tous, ce sont tes troupes, et tu as pris la parole. D'accord. Donc, je te demande de proposer à tes troupes qu'on se rencontre demain. Chose qu'on aurait pu faire si vous l'aviez demandé bien plus tôt. Bien sûr. Donc ils m'ont proposé un rendez-vous le lendemain soir à 19h30 devant la mairie de Bougnac, enfin à la mairie de Bougnac. C'était donc le lieu de rendez-vous qui s'était fixé pour venir chez moi, très clairement. Donc évidemment j'ai demandé à monsieur le maire d'ouvrir la mairie. Donc monsieur le maire a dû annuler sa soirée lui aussi. Bon, mais comme moi il est élu, hein, donc il assume. Et nous avons pu discuter pendant 2 heures. 2 heures où j'ai entendu des propos complètement incohérents. Ils ne cherchent absolument pas de voie de sortie. Et ça s'est terminé sur des propos racistes. D'accord. Ça s'est terminé au bout de 2 heures. Donc je pense qu'au bout de 2 heures, on avait eu le temps de faire à peu près le tour. Où ils me disent par exemple que ma loi, ça ne vaut rien, c'est pas, voilà, c'est pas des solutions, ou enfin voilà. Et donc au bout de 2 heures sont sortis des propos racistes. Clairement, si la France arrêtait de faire rentrer des migrants, si la France arrêtait d'avoir des Arabes qui ont 3 ou 4 femmes, enfin voilà, voilà le niveau. Donc là j'ai dit messieurs, puisqu'effectivement ce n'était que des messieurs, 30 hommes. Avec des propos limite fascistes. Voilà, je le dis clairement. Et donc ça s'est arrêté comme ça, j'ai dit messieurs, nous n'avons plus rien à nous dire. Voilà, très clairement. Et ça n'avait aucun caractère public. Ça n'a pas été enregistré, il n'y avait pas un public la presse était présente, hein, il y avait deux... Il y avait de la presse. Oui, il y avait de la presse, il y avait un journaliste de Sud-Ouest. Ah ben c'est pas moi qui ai convoqué la presse, c'est les agriculteurs. Il y avait un journaliste. Ils ont assisté à cette discussion jusqu'au bout, la presse. Absolument. Ils n'ont pas balayé ces amabilités. Si, alors il a fait un très très bel article d'ailleurs, le journaliste de Sud-Ouest, dans les jours qui a suivi, qui donnait état de comment s'étaient passées les discussions.
où effectivement les noms d'oiseaux ont volé sur le fol, enfin bon voilà, sur moi aussi bien sûr, mais bon voilà. Donc il y avait peut-être un journaliste du Démocrate, je ne sais plus. D'accord, voilà. Mais enfin il y a eu un article dans la presse régionale en tout cas. Bon, Une question par rapport à cette affaire, j'en profite. Tu l'avais vu toi? Non, j'ai pas vu cet article, mais on lit pas Sud-Ouest, on attend. bon, outre le fait que effectivement c'est peut-être une frange, on va dire extrémiste des agriculteurs qui sont intervenus. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire il faut qu'on s'interroge sur la politique agricole. Mais l'articulation est très difficile parce que les acteurs sont très nombreux, entre les lobbies agricoles comme la FNSEA par exemple, qui à mon sens ne remettra jamais en cause cet agri-business, les lobbies industriels, le ministre de l'économie qui essaye de défendre auprès de l'Europe, les parlementaires. Est-ce que vous, c'est peut-être une question un peu compliquée, mais est-ce que vous voyez des pistes se dégager? Enfin, comment est-ce qui peut finalement décider de transformer, de changer cette politique agricole qui depuis les 30 Glorieuses est la même et finalement qu'on n'a pas, enfin qui évolue un peu, on l'a dit tout à l'heure, mais qui est responsable de l'endettement des paysans, du suicide, etc. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça pour arriver à modifier cette politique agricole? Très clairement, effectivement, notre politique agricole se joue au niveau européen. Parce qu'effectivement, nous avons fait ce choix d'avoir la même politique, et c'est un bon choix d'avoir une politique européenne agricole. Mais c'est un bon choix à condition d'avoir une vraie politique alimentaire et agricole, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus aucune maîtrise d'aucune production. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus que des aides à l'hectare, des aides à la production qui de fait ne règlent plus absolument justement une maîtrise des productions qui permettrait d'avoir des prix rémunérateurs. Donc cette politique agricole européenne, aujourd'hui, est à la botte de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un laisser-faire. C'est un laisser-faire complètement libéral, totalement libéral, qui ne permettra jamais, effectivement, des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Très clairement. Donc là, actuellement, au niveau européen, ce sont les libéraux capitalistes qui sont au pouvoir dans beaucoup de pays. Donc ils préfèrent cette politique-là. Donc, c'est pas une politique de laisser faire complètement, parce qu'on garantit des prix. On ne garantit pas du tout des prix, c'est fini. Il n'y a aucun prix garanti, c'est ce que demandent les agriculteurs. Oui, non, mais par rapport aux aides par exemple, à partir du moment où les institutions, les États interviennent dans l'économie, pour moi, c'est pas une politique dite libérale, justement. Je dirais qu'il y a toujours des subventions dans l'industrie aussi. Qui permettent de soutenir l'industrie agricole. Qui permettent de soutenir effectivement l'économie en général. Et calmer les révoltes possibles. Voilà. Donc les aides aujourd'hui sont des aides à l'hectare, donc plus on a d'hectares et plus on a d'aides, clairement. Et donc effectivement, et elles ne sont pas conditionnées, ou très peu conditionnées, à des clauses environnementales ou sociales. Il y a eu légèrement de l'évolution lors des dernières négociations, et là-dessus, je pense qu'on peut saluer l'action de notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, parce qu'il a permis que des aides soient encore liées à la production de l'élevage, alors que l'objectif était de continuer à les délier complètement de la production. Donc, et on voit bien que malgré ces aides liées à l'élevage, elles ne sont pas suffisantes pour compenser les aides à l'hectare qui, elles, encouragent plutôt à faire des céréales. Et donc, voilà, donc à un moment donné... Il y a des micro-arrangements. Voilà, et très clairement, on n'a plus de politique alimentaire. Et ça, c'est quand même assez grave. Et c'est d'ailleurs, après, comment contrecarrer ? Avoir, nous, dans nos orientations de politique agricole au niveau national, des possibilités, ouvrir des possibilités, ce qui est fait dans la loi d'orientation agricole que nous avons votée en 2014, et ce que je renforce par l'apport de ma loi, qui n'est pas la solution pour tous, mais à un moment donné qui donne des solutions à ceux qui veulent la prendre. Voilà. Et juste une dernière question pour cet aspect avant de passer à l'autre thème. Lundi soir à la Cône de la Barde, il y avait une réunion sur les pesticides, avec la projection du documentaire qui a été diffusé sur France 3, je crois. Et là, on avait des acteurs très, très différents, les usagers, enfin les habitants,
les producteurs qui utilisent des pesticides sur les vergers, les représentants de l'État. Et en fait, on a l'impression d'avoir des intérêts totalement divergents. Les agriculteurs qui disent oui, mais moi si je mets pas de pesticides, j'ai pas de production et donc mes revenus vont baisser. Les habitants qui disent oui, mais nous les pesticides, il y a des problèmes de santé publique. Et l'État finalement là-dedans qui dit il y a une loi, mais cette loi, est-ce qu'elle est d'abord où en est-on dans le règlement concernant les pesticides? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'on voit que c'est des choses qu'il y a eu une association qui a montré que c'est absolument incroyable ce qui reste encore même dans les corps des habitants. Donc où on en est de cette question des pesticides? Est-ce que les lobbies sont toujours aussi puissants pour imposer Non seulement ils sont toujours aussi puissants et puis ils ont bien l'intention de le rester. Donc effectivement aujourd'hui par exemple il y a un gros débat au niveau européen. Va-t-on ou pas redonner par exemple l'autorisation d'utiliser le glyphosate qui est un désherbant qui est très efficace, qui coûte pratiquement plus rien à l'usage. Donc c'est effectivement à un coût très faible, forcément retirer ce désherbant, ça crée forcément un coût après pour maîtriser les herbes qui envahissent les récoltes, etc. C'est plus compliqué. Alors qu'on soit clair, aujourd'hui, soit l'autorisation va être donnée et puis on est reparti pour 15 ans de plus avec l'usage du glyphosate. Et un des moyens de lutte, c'est effectivement le développement de l'agroécologie porté dans la loi d'orientation agricole avec des outils donnés aux chambres d'agriculture, mais pas seulement, aux associations de formation, de développement, groupements d'intérêts économiques et environnementaux qui permettent à des agriculteurs de se regrouper pour travailler autrement. Travailler autrement. L'agroécologie, c'est simplement faire en sorte que on fait en sorte que tous les outils que se donne la nature par la biodiversité, par les rotations, que se donne la force de la nature, on utilise absolument tout ça avant d'utiliser des correctifs. Donc c'est pas encore l'agriculture biologique, mais il n'empêche que dans ces groupements d'intérêts économiques et environnementaux sont rassemblés des agriculteurs qui sont volontaristes, et il y a des personnes qui sont en bio, d'autres pas. Et cet échange, au lieu de cloisonner justement, permet aux uns et aux autres d'échanger, de voir les difficultés. Ça, oui, peut-être à un moment on sera obligé d'utiliser le produit, mais on part dans une autre démarche. Il y a eu une récente polémique aussi entre la néonicotinoïde et le ministre aurait dit non, on ne va pas l'abandonner tout de suite, il vaut mieux pas, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Et nous avons voté malgré tout à l'Assemblée nationale, donc contre la voix du gouvernement, l'interdiction des néonicotinoïdes. Je crains que quand ça va avoir fait le circuit Sénat et puis après ce qu'on appelle le moment... L'autre difficulté, c'est que les pesticides n'ont pas de chance parce qu'ils s'appellent pesticides. Dès qu'on dit pesticides, on dit c'est la peste. Donc, c'est oui, mais en même temps, ils sont responsables. Les premiers concernés. Complètement, c'est extrêmement dangereux. Enfin, il y a des produits. Les néonicotinoïdes sont à la fois dangereux pour les abeilles, donc pour l'avenir. C'est là que ça montre que écologie et agriculture vont ensemble, très clairement, parce que sans les abeilles, nous ne produirons plus rien, les arbres ne produiront plus rien. Même plus d'humanité. Voilà. Donc, sans les abeilles qui butinent, qui font un travail qui est gratuit, qui rapporte énormément, tout s'arrête. Donc, oui, ce sont des pesticides parce que, oui, c'est une forme de peste, très clairement. Et donc, à un moment donné, quand on prend conscience qu'un produit est dangereux, on doit le retirer du marché. Et par contre, je note que nous avons voté dans la loi d'orientation, et là aussi par l'action de Joël Labbé et moi-même, dans la loi d'orientation agricole, le fait d'agréer ce qu'on appelle les produits naturels peu préoccupants, et que nous attendons toujours les décrets d'application, qu'au niveau national on traîne un peu les pieds parce qu'il faut des agréments au niveau européen, etc. Il n'empêche que les bio utilisent ces produits et que pour l'instant c'est encore compliqué de les commercialiser. D'accord. Juste pour terminer, moi, je ne comprends pas pourquoi un agriculteur
continue à défendre l'utilisation de ces pesticides, si pour des problèmes de production tuer la et de peste, rendement. c'est son nom, le pesticide, c'est un tueur de peste. Mais Bon, alors. c'est les premiers concernés par des cancers, c'est les personnes qui utilisent les pesticides, donc ils sont eux-mêmes touchés, c'est-à-dire qu'ils contribuent à fabriquer leur propre mort finalement, et il n'y a pas de remise en cause. Est-ce qu'il y a un problème de formation auprès des... Tu fumes toujours, ça va? Voilà, oui, Pareil, c'est ça. tu fabriques. Non, alors, mais c'est voyez- même pas tout à fait pareil. Je vais répondre à ça parce qu'effectivement, sur mon exploitation, on n'est pas en agriculture biologique. Hein. Ouais. Donc on utilise ces produits. On essaie de les utiliser le plus possible avec parcimonie et on est rentré, nous, dans un groupement d'intérêt économique et environnemental à travers notre CUMA pour faire un travail justement pour en utiliser le moins possible. Et je crois savoir que mon frère, qui va prendre la succession d'ici peu de temps, envisage de passer en bio. Voilà, parce qu'il est plus présent sur l'exploitation que nous. Mais qu'on soit clair, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre, par exemple le glyphosate, ça coûte beaucoup moins cher. Donc de se débarrasser des herbes envahissantes dans un blé ou dans un colza ou dans du tournesol que de sarcler, que de... Voilà. Donc très clairement, c'est une question de prix de revient. Et je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on est dans des productions où le cours mondial est la loi, eh ben, on essaie de produire le moins cher possible. Donc là-dessus, il faut être très clair. À un moment, un agriculteur, il a besoin de vivre et faire vivre sa famille. Et je dirais que je ferai le même, je vais faire le parallèle avec le moment où on a fermé les mines de charbon ou les aciéries. Et puis si on regarde plus près de nous, la poudrerie où on sait aujourd'hui que l'amiante était fortement présente. Pour autant, quand on a fermé les mines de charbon, les aciéries, faut être clair, les travailleurs dans les mines, combien de temps profitaient-ils de leur retraite quand ils arrivaient à l'âge de la retraite? 4 ans, 5 ans. Il n'empêche que ils auraient bien voulu qu'on laisse les mines ouvertes et pourtant c'était un travail dur, très dur, y compris pour leur santé. Donc je crois qu'il faut remettre les choses, voilà. Et tout ça je comprends. Tout ça je comprends. Et à un moment donné, par contre, si on dit ce produit, il devient très dangereux, donc il faut que ça passe par la loi. Parce qu'effectivement, l'agriculteur par lui-même, tant qu'il a le choix d'utiliser ou pas ce produit, ben, s'il regarde, ben, il faut que j'ai un résultat à la fin de l'année, parce que je fais vivre. Une récolte, c'est une fois par an. C'est pas tous les mois. Il faut que je fasse vivre ma famille. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Mais par contre, cette solidarité entre agriculteurs sur toutes les productions et sur le fait de dire il faut que nous soyons en phase avec la société, on est là pour produire de l'alimentation, on n'est pas là pour empoisonner. Et donc à un moment donné, il faut vraiment que ce lien se fasse beaucoup plus. Et donc cette soirée à laquelle je n'ai pas pu assister, hein, c'était lundi soir, était importante parce que autour de la table sont là des citoyens, des agriculteurs, où on échange, peut-être quelquefois, je ne sais pas, avec le verbe haut, c'est possible, mais en tous les cas, on entend ce que dit l'autre. Mais par contre, moi, je ne comprends pas quand des agriculteurs disent non, c'est de la foutaise, etc., c'est pas vrai. Non, mais c'est une raison de plus pour faire ce que nous essayons de faire avec Canal Pourpre, une parole publique qui soit à peu près posée et ennuyeuse et longue et compliquée, mais tant pis. Quoi. Bon, merci. Juste un mot encore, mais moi j'aurais terminé après. Excusez-moi, mais je vous rappelle que votre mandat s'arrête l'année prochaine. Oui. Juste comme ça, en quelques perspectives, si elles existent. Vous allez faire quoi d'ici là? Vous avez des trucs importants d'ici là, d'abord, nous avons un certain nombre de textes de loi qui sont à l'ordre du jour, qui sont des textes importants. Par exemple, hier, j'ai rencontré toute la journée, les uns après les autres, parce que je trouvais que c'était important d'écouter chaque organisation syndicale de manière séparée, donc des syndicats du patronat et syndicats salariés, donc j'ai pas fini, quelques-uns encore, je pourrais les rencontrer encore, voilà, parce que
effectivement, au niveau national, je vais recevoir plein de... Consulter, quoi. Voilà, et je consulte, c'est ma façon de travailler. D'ailleurs, j'attends toujours, mais comme je le disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, mais c'est quand même surprenant que... ils sont dans la rue, mais ils n'ont pas demandé à nous rencontrer. C'est quand même surprenant, parce qu'ils savent que c'est nous qui allons voter les lois. Et donc, moi, hier... Alors, soit je suis dans le suivisme de mon groupe parlementaire, je ne suis pas à la commission des affaires sociales, donc ce texte, ce n'est pas moi qui vais y travailler le plus, faire, oui. mais il n'empêche que je peux y apporter des amendements. Et j'ai entendu des arguments hier qui me serviront dans ces arguments, pour ces amendements, pour les faire voter. Bon, certains disent qu'il faut le retrait total du texte. Je ne sais pas s'ils obtiendront, on verra. Mais en tous les cas, si le texte est en débat, cette journée d'hier m'a servi. Donc on va poursuivre évidemment le travail, parce qu'une fois que ma loi sera votée, et on a vu que le chemin à parcourir risque d'être un petit peu long, par exemple, si lundi soir je n'étais pas à Cône-de-la-Barde, c'est parce que vendredi j'étais à Vannes pour intervenir lors d'un séminaire des ingénieurs de la restauration hospitalière, par exemple, et il y a beaucoup de travail à faire dans l'hospitalier, qui s'intéressent à mon texte de loi. Donc j'ai envie de dire que voter ou pas, aujourd'hui, il a déjà diffusé. Lundi, j'étais à Nantes à la demande d'universitaires pour travailler sur le sujet. Et donc évidemment, rentrant tard, voilà. Donc j'essaie d'équilibrer entre ma présence sur le terrain, à l'écoute des gens, aussi pour reconnaître ce qui se fait de positif, les associations, les élus, les mairies. Quand une mairie porte un projet et qu'elle veut me le présenter, je vais toujours rencontrer son conseil municipal. Ils ne viennent pas à ma permanence. Ça, c'est mon ordinaire. Mais je veux dire, le fait que vous arriviez en fin de mandat ne je continue, moi, fin de mandat ou pas, je continue le chemin que je me suis tracé. Je continue mes réunions publiques. Il y en a une, donc là, on a instauré les lundis de la députée. Donc maintenant, c'est le premier lundi du mois. Comme ça imprègne. Voilà, ça sera... Voilà. Et la prochaine est à l'Orangerie sur l'accès aux droits sociaux, et peut-être ouvrira-t-on, je ne sais pas, parce que c'est des personnes qui sont là qui font le débat, la question de une somme qui serait universelle finalement, le revenu de base ou le revenu universel, parce qu'effectivement aujourd'hui quand on voit le parcours du combattant pour les gens pour obtenir 3 francs 6 sous et toujours se justifier qui les culpabilise alors que... Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Voilà. C'est une obole universelle aussi. Non, mais en tous les cas, au moins ce côté culpabilisant serait... Mais voilà, mais on va en débattre. Je ne sais pas. D'accord. Bon. Très bien, merci. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non. On profitera peut-être de la prochaine fois pour parler des migrants, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on fera un petit bilan peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe pari bore pepe ro po pete pra pa 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 pri putepe pa pa pri putepe pa pa to pepe pari bore pepe ro po repe perero pa para pa pa pri pa ta pa parure parere to pepe pari bore pepe ro po pete pra pa 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 pri putepe pa pa pri putepe pa pa to pepe pari bore pepe ro po repe perero ripi mara para ba pri pi pi mara para ba piri pi mara para ba pri pi mara para ba pi mara para ba piri pi mara para ba piri pi mara para ba piri pi pa